Il y a quelques semaines, l'Agence européenne de médecine a déclaré que les vaccins AstraZeneca contre le Covid-19 sont sûrs et efficaces. L'agence a toutefois rajouté qu'elle ne peut pas exclure définitivement un lien avec des troubles de la coagulation rares. Voilà une formulation qui a le don de m'agacer, et je ne suis pas le seul. Comme on en a longuement déjà parlé dans cette série sur le bayésianisme, la communauté des statisticiens et de nombreux scientifiques se sont massivement opposés publiquement contre cette façon de parler de la science, avec notamment un article publié dans Nature et co-signé par plus de 800 scientifiques. En effet, imaginez que la science est un tribunal qui soit est en cours de délibération, soit a émis un verdict définitif sur l'existence d'un effet. C'est ce qu'on pourrait appeler le sophisme de la réfutation. C'est en tout cas une vision très erronée de la manière dont la science est pratiquée dans les laboratoires, et c'est une ambition très indésirable de la manière dont la science devrait fonctionner. La science ne fonctionne pas par rejet spectaculaire de théories, et si elle fonctionnait comme cela, elle serait vouée à commettre un nombre monumental d'erreurs graves. En effet, comme l'explique si bien Friblou and Brown, les données en général et les tests en particulier ne déterminent pas ce qu'il faut conclure. Ils ne déterminent pas non plus ce qu'il faut croire. Les données devraient mettre à jour nos croyances. Ou dit autrement, selon le bayésianisme en tout cas, la science devrait surtout être cumulative. Chaque donnée devrait s'ajouter à tout un corpus de milliards de données, voire de milliards de données, qui ensemble déterminent ce qui est adéquat de croire. Mais surtout, malgré toute cette montagne de données, dans de très nombreux cas, sinon la quasi-totalité des cas, il n'y aura généralement pas lieu de conclure quoi que ce soit de manière déterministe. Malgré toutes ces données, il restera un multivers bayésien gigantesque des possibles. Dès lors, il faut surtout accepter l'incertitude, comme l'expliquent les statisticiens dans une revue spéciale dédiée à l'épistémologie et aux statistiques. En particulier, il faut raisonner avec l'incertitude et prendre des décisions sous incertitude et non pas attendre le jour où on saura. Et dans le cas des effets secondaires du vaccin AstraZeneca, pour prendre des mesures sous incertitude, la question pertinente n'est en fait pas du tout l'existence d'un lien entre les vaccins AstraZeneca et des troubles de coagulation. Pour prendre une décision dans ce cas, ce qui importe, notamment dès lors que de l'incertitude est en jeu, et en médecine c'est essentiellement toujours le cas, ce qui importe, c'est la fameuse balance risque-bénéfice, ou pour parler en termes bayésiens, le calcul contrafactuel. En particulier, ces considérations nous invitent à remplacer la question du rejet d'hypothèse, qui est en fait une question souvent très peu pertinente, par la question des tailles d'effets probables. J'aimerais que ceci devienne un réflexe chez vous. À chaque fois que vous lisez existence d'un lien, vous devrez vous dire « Mais Osef, ce qui est important à connaître, ce sont les tailles d'effets probables et pas le rejet de cette hypothèse nulle, bordel. » Bon, bien sûr, je vous invite à dire ça dans votre tête et surtout à ne pas le dire de façon agressive à un interlocuteur, parce que hashtag débattons mieux et tout ça. En particulier dans le cas des vaccins AstraZeneca, il existe désormais une montagne de données qui permettent en fait d'avoir une estimation raisonnable de la taille d'effet probable du vaccin sur les troubles de coagulation. En effet, des millions de personnes à travers le monde ont été vaccinées et seulement quelques dizaines de cas de troubles de coagulation ont été rapportés. Bon, bien sûr, c'est un chiffre sous-estimé, puisqu'il y a sans doute des cas de troubles de coagulation qui n'ont pas été rapportés, mais ça fait quand même très peu. En particulier, ceci correspond tout à fait à l'ordre de grandeur de ce qui serait attendu pour des personnes qui n'ont pas été vaccinées, puisque ces troubles affectent de toute façon de nombreuses personnes âgées. Sachant cela, on peut affirmer que tout effet du vaccin AstraZeneca sur les troubles de coagulation est alors nécessairement très faible, de l'ordre de peut-être 10 par million, 100 par million en grand max. En particulier, ceci semble beaucoup plus faible que les risques de formes graves de Covid-19 contre lesquels AstraZeneca est d'ailleurs très efficace. Aujourd'hui, j'aimerais insister davantage sur la manière de mettre à jour des crédences sur les tailles d'effets probables d'un traitement. Comme on va le voir, il s'agit d'une danse comme celle de la courbe illustrée à l'écran. D'ici la fin de la vidéo, j'aimerais que vous compreniez ce qui se passe à l'écran et en quoi il s'agit d'une bien meilleure description de l'étendue de notre ignorance et du développement de nos connaissances que des phrases du genre « on ne peut pas exclure l'existence d'un effet ». Alors, on a déjà parlé de danse des crédences dans l'épisode notamment sur les curseurs de Turing. Cependant, comme on l'a vu, ces curseurs ne sont en fait visualisables uniquement que pour comparer deux théories concurrentes comme la taille d'effet est nulle et la taille d'effet est égale à 1. Mais en général, les tailles d'effet peuvent prendre des valeurs continues. Ainsi, on a envie de dire que la probabilité pour une personne vaccinée d'acquérir des troubles de coagulation est un nombre réel entre 0 et 1. Mais ce nombre peut a priori prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Or, chaque nombre x entre 0 et 1 définit sa propre théorie, la taille d'effet est égale à x. On a donc ici un continuum de théories à comparer.
En fait, pour aujourd'hui, pour encore plus simplifier le problème, je vous propose de mesurer une taille d'effet encore plus continue, comme par exemple l'intensité d'une douleur ou le nombre de jours de récupération. On va supposer que chaque personne ayant subi un traitement rapporte alors un niveau d'intensité de douleur ou un nombre de jours de récupération nécessaires. Ce qu'on va essayer d'estimer maintenant, c'est la taille d'effet probable moyenne. Sur l'ensemble de la population, quelle est l'intensité de douleur moyenne suite au traitement? L'intérêt de ce problème, c'est qu'il se prête particulièrement bien à d'un côté une modélisation très simple et surtout à des calculs bayésiens exacts facilement visualisables. On va en particulier considérer le modèle suivant. On va supposer que pour chaque individu, l'intensité de sa douleur dévie de la douleur moyenne avec une erreur qui suit une loi normale. La variation individuelle est alors couramment appelée le bruit, alors que la douleur moyenne est souvent appelée le signal. Et pour aujourd'hui, on va même supposer qu'on connaît l'ampleur du bruit, cependant on va supposer qu'on ignore la valeur du signal, c'est-à-dire la douleur moyenne due au traitement. Et donc notre but est de trouver le signal sachant qu'il y a un bruit dont on connaît l'ampleur typique. Alors en bon bayésien, ce qu'on va faire maintenant, c'est décrire notre ignorance sur la valeur du signal par une crédence. Pour chaque théorie, on va assigner une probabilité a priori sur cette théorie. Ainsi, pour la théorie, la douleur moyenne est égale à 1,2 sur une échelle de 0 à 10, on va assigner une certaine crédence. Alors a priori, ça va être très laborieux de faire cela, puisqu'on a vu qu'il y a en fait un continuum de théories et il faudra assigner une crédence à chacune de ces théories. Une solution pour adresser cette difficulté est en fait de considérer toute une courbe qui décrit notre incertitude. Et pour faire simple, on va considérer une courbe en cloche qui suit la loi normale. Ainsi, dans ce cas, ça revient à dire qu'on ne sait absolument pas si l'effet va être plutôt positif ou négatif. Autrement dit, on ne sait pas si ça va causer ou réduire une douleur. L'étalement de la courbe décrit par ailleurs l'étendue de notre ignorance. Plus la courbe est aplatie, plus on envisage la possibilité de modification intense de la douleur. A l'inverse, si la courbe est très concentrée en un point, ça veut dire qu'on est quasiment sûr que la taille d'effet est quasiment égale au point en question. Une dernière petite précision avant de voir comment les données vont faire danser les crédences, notez qu'il y a deux aléatoires distincts dans notre modèle. D'un côté, il y a l'étendue de notre ignorance décrite par l'étalement des crédences. Cet aléatoire décrit notre incertitude sur notre connaissance. Et de l'autre côté, il y a la variation entre les sujets soumis au traitement qui va déterminer à quel point la douleur d'un individu particulier peut dévier de la valeur moyenne. Cette variation interpersonnelle peut aussi être interprétée comme du bruit dans les données, sachant la vraie taille d'effet moyenne. Ou dit encore autrement, ce second aléa est l'incertitude de chaque théorie, la douleur moyenne est égale à X. Il y a ainsi une incertitude de chaque théorie et une méta-incertitude sur quelle théorie est plus juste. On parle aussi parfois de modèle bayésien hiérarchique. Ok, on y est, on va pouvoir faire danser les crédences et se secouer le postérieur. Dans cette simulation, vous voyez ici la vraie taille d'effet et notre incertitude initiale sur cette taille d'effet. Imaginez maintenant qu'on collecte des données au fur et à mesure. Dans cette simulation, chaque donnée est tirée au hasard comme étant la vraie taille d'effet plus le bruit aléatoire. Comme vous le voyez, à chaque nouvelle donnée, les crédences vont se déplacer pour se rapprocher de la donnée collectée. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais sachez que dans cette simulation, la danse des crédences obéit rigoureusement aux lois des probabilités et en particulier à la formule de Bayes. Comme vous le voyez, la formule de Bayes ne va pas faire sauter directement les crédences sur la donnée collectée. Et ça, c'est parce que chaque donnée est bruitée. Et du coup, chaque donnée n'informe que partiellement sur la valeur de la vraie taille d'effet. Cependant, donnée après donnée, nos crédences dansent et dansent et dansent et se secouent le postérieur. Alors, quand les données sont peu bruitées, cette convergence est très rapide, comme vous le voyez ici. Dans ce cas, très peu de données suffisent à estimer très correctement les tailles d'effet probables. Cependant, ça c'était un cas où les données étaient très peu bruitées. Quand les données sont très bruitées, notamment parce qu'il y a beaucoup de variance interpersonnelle, les crédences vont faire des pas de danse beaucoup plus discrets. Par ailleurs, l'ignorance va se réduire beaucoup plus lentement. Comme vous le voyez ici, les crédences restent longtemps très étendues et ne se déplacent que très lentement. De façon peut-être perturbante, les crédences vont en fait souvent temporairement s'éloigner de la vraie taille d'effet. L'apprentissage est une danse et cette danse n'est absolument pas monotone. Elle peut passer par des phases où la vraie taille d'effet est mal estimée à cause des fluctuations statistiques dans les données. Et on peut d'ailleurs bien l'observer en suivant du regard l'intervalle de crédence à 90%. Cet intervalle peut très bien initialement contenir la vraie taille d'effet et tout à coup s'en éloigner au point que la vraie taille d'effet sorte de cet intervalle avant que plus tard cet intervalle revienne à nouveau sur la vraie taille d'effet.
Ces exemples montrent aussi à quel point le rejet de l'hypothèse nulle est délicat. Il est en effet tentant de vouloir rejeter cette hypothèse quand la barre orange ne contient plus l'hypothèse nulle, qui peut par exemple être ici être le fait de contenir 0 dans l'intervalle. Mais à bien y réfléchir, vouloir rejeter cette hypothèse nulle, c'est surtout une mauvaise question à se poser. Quand il s'agit de prendre une décision qui va dépendre de la taille d'effet du traitement, et c'est ce qui importe notamment lorsqu'on fait une analyse risque-bénéfice, ce qu'il faut surveiller, ce sont davantage les tailles d'effet probables. Et ça nécessite de tenir compte de l'ensemble des crédences. En fait, ce qui me semble le plus important à retenir de ces simulations, ce que je trouve vraiment magnifique dans ces simulations, c'est qu'elles illustrent à merveille le fait que, au moins dans le cadre du bayésianisme, l'apprentissage est une danse. Tous les pas de danse ne vont pas aller dans le même sens, mais pas à pas, la danse permet de progresser et de réduire l'étendue de notre ignorance. Pour finir cette vidéo, j'aimerais insister sur le fait que les simulations que je vous ai montrées ont surtout un rôle illustratif. En particulier, elles décrivent le bayésianisme dans un cas très particulier et extrêmement simple. En pratique, la danse des crédences est une symphonie beaucoup plus complexe à orchestrer. En premier lieu, il faut l'adapter à différents cas d'application. Dans le cas par exemple de mesurer les tailles d'effet en tant que probabilité d'un événement grave, les lois normales qu'on a utilisées ne sont pas adaptées. Par chance, le bayésianisme se prête aussi très bien à ce cas, via notamment la loi bêta qu'on a mentionnée dans la vidéo avec Michael, et dont je finirai forcément de parler dans cette série, notamment parce que c'est lié aux travaux fondateurs de Laplace. Laplace! Ceci dit, en pratique, il ne s'agit en fait toujours pas là de la considération cruciale pour déterminer s'il faut administrer un traitement à un patient. En particulier, la performance moyenne sur l'ensemble de la population mondiale n'est pas ce qui devrait importer pour un patient donné, car aucun patient n'est une moyenne de la population mondiale. Chaque individu a des spécificités physiologiques et sociales, notamment son âge, son sexe et son état de santé actuel, et un bon bayésien pragmatique se doit de tenir compte de ces données pour estimer la balance risque-bénéfice pour cet individu en particulier. Pour adresser la complexité des spécificités individuelles, des modèles beaucoup plus sophistiqués sont nécessaires. C'est d'ailleurs vers cette question que se dirige la recherche sur les effets des vaccins AstraZeneca sur les troubles de coagulation. Plus précisément, il s'agit de déterminer les profils physiologiques pour lesquels ce risque pourrait être suffisamment important pour qu'il soit préférable de rediriger les patients avec ces profils physiologiques vers d'autres vaccins contre Covid-19 qui n'ont pas ces risques. Ceci étant dit, même pour ces modèles plus complexes, de façon cruciale, l'apprentissage reste une danse. Chaque donnée collectée pour d'autres patients va affecter les crédences des risques et des bénéfices des traitements pour le patient à disposition. Et pour être amené à prendre une bonne décision, il est utile de bien faire tous les pas de danse qui permettent d'affiner nos crédences et de mettre à jour notre multivers bayésien pour ensuite prendre la meilleure décision possible, sachant l'état de l'ensemble de nos connaissances. Malheureusement, effectuer les bons petits pas de danse est extrêmement difficile, surtout quand on sait qu'on ne pourra pas tous les effectuer à cause notamment de nos limites cognitives. En fait, le bayésien pragmatique doit faire encore plus attention à ses pas de danse et prêter attention en particulier au fait qu'il ne va pas cherry-piquer les pas de danse qui vont systématiquement dans la bonne direction. En particulier, un bayésien peut être très largement convaincu de X et voir une donnée qui est plutôt compatible avec non X, et si c'est le cas, il devra alors faire un petit pas vers non X. Et bien sûr, si c'est un petit pas, ça ne va pas l'amener complètement vers non X. Bref, danser est un art délicat, mais plutôt que d'y voir une corvée, je vous invite à monter le volume et à trouver du plaisir lorsque vous vous mettrez à vous secouer le postérieur.